Un grand bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau Déclic d'avenir, l'émission qui décrypte, vous le savez, les enjeux de la digitalisation du service aux personnes. Merci à tous et à toutes, évidemment, d'être toujours plus nombreux à nous écouter épisode après épisode, à nous télécharger, nous envoyer vos messages aussi, c'est toujours sympa. Avec pour ce numéro, pour m'accompagner aujourd'hui, Anne-Laure Perriès, avocate, avec nous par téléphone, et Johan Letiak, directeur de la partie domicile chez HMC2. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Bon, on connaît maintenant, c'est un vieux de la vieille, j'allais dire. Mais Anne-Laure, c'est votre première pour un beau sujet. L'émission d'aujourd'hui, c'est les services autonomie à domicile. Quels impacts sociaux? Alors le décret dont on parlait avec Johan il y a longtemps, ça y est sorti en juillet de cette année 2023. Ça permet de renforcer, je rappelle, les services à domicile, favoriser un accompagnement de qualité aux personnes âgées ou en situation de handicap. Johan, il y a plein de questions qui se posent. On est justement aujourd'hui ensemble pour apporter un maximum de réponses. Déjà rapidement, la réforme de ces fameux services, ça consiste en quoi très rapidement? Ça modifie quelque part énormément le champ d'action d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile, puisque c'est de l'impact et surtout sur ce type de structure. Et ça va ouvrir du coup un volet aide et soins pour ces services à domicile. Si j'essaie de faire simple et efficace, c'est la fusion des SAAD, des SAD et des SIAD, des services de soins infirmiers à domicile, pour avoir une vraie offre de services pour ces services d'aide à domicile et de SIAD à travers du coup les services autonomie à domicile. Et c'est là que ça pose énormément de questions, notamment en RH, Anne-Laure. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Effectivement, donc on a beaucoup de sujets autour de cette réforme des services d'autonomie à domicile, à la fois parce qu'il y a des obligations qui sont contenues dans le décret du 13 juillet 2023 et dans le cahier des charges concernant, je dirais, sur un plan global, la gestion des ressources humaines, les obligations RH, et ensuite des questions qui sont propres à la réforme dans le sens où on a dans le texte la référence à une entité juridique unique qui serait désormais détentrice de l'autorisation du service autonomie à domicile. Donc cela signifie des rapprochements des entités employeurs aujourd'hui qui sont les SIAD et les SAAD et quel type de rapprochement on peut envisager, et cela a forcément un impact sur le plan social au niveau des contrats de travail sur un plan individuel, mais aussi au niveau collectif des statuts. On va voir ça justement en détail. Pour qu'on comprenne bien, ils ont quoi? Ils ont 2 ans pour tout changer? C'est ce que j'ai cru lire un peu partout. La date limite, c'est juin 2025, effectivement. Donc D'accord. Donc c'est 1 an et demi en fait. Voilà, c'est ça. Du coup, c'est là qu'il faut bien maîtriser, bien comprendre les enjeux, puisqu'au final, ça peut paraître long, mais ça va vite. Ça va vite, ouais. Puisque notamment par rapport à ce qu'on va aborder, lorsqu'on touche au social, lorsqu'on touche au RH, c'est des process qui peuvent être longs et il faut accompagner aussi tout cela. Et en plus long et anxiogène, mais peut-être on peut les rassurer quand même, parce qu'on reste en France malgré tout, quand on dit voilà, ce sera 2025, bon, très souvent, c'est 2026, puis 27, puis finalement c'est rebalancé au calendrier grec. Est-ce que ça risque, Anne-Laure, vous êtes au courant? Est-ce que ça risque de déborder un peu parce que tout le monde ne va pas forcément être prêt? En tout cas, dans l'état du décret, c'est vraiment un délai maximum de 3 ans. On ne voit pas de dérogation pour l'instant dans la date qui est prévue de mise en œuvre Ok, donc il faut de la vraiment réforme. se mettre en ordre de bataille, on est d'accord. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Donc concrètement maintenant, on va mettre les pieds dans le plat. Ça veut dire des formations, je suppose, des fiches de poste à changer. Allez-y, à vous de jouer. Alors effectivement, quand vous reprenez le décret et le cahier des charges, vous voyez qu'il y a des obligations de formation, notamment de qualification pour les professionnels qui sont cités comme faisant partie de ce nouveau service, tant sur le versant aide que sur le versant soins. Il y a également de prévoir des fiches de poste qui sont en lien bien sûr avec le projet de service et les contrats de travail, d'analyser les besoins des personnes accompagnées, ce que font déjà les infirmières IDEC, mais qui vont devoir être approfondis, et surtout prévoir une continuité des interventions, puisqu'il faudra travailler le week-end, les jours fériés. En tout cas, il va falloir pouvoir trouver des solutions avec possiblement des astreintes et garantir un minimum d'accueil physique au public, mais aussi un accueil téléphonique au moins 5 jours sur 7 sur une plage horaire de 7 heures par jour, avoir un responsable de coordination globale. Donc on voit qu'on a des éléments à travailler sur l'organigramme, sur les fiches de poste, sur les contrats de travail, sur les plannings. Évidemment, ouais. Quand j'entends par exemple effectivement être présent, y compris le week-end, pour répondre ne serait-ce qu'au téléphone, ça se faisait pas avant. Pas sur tous les types de Pas services. partout, ouais. Donc ça c'est un vrai bouleversement. J'imagine que là aussi c'est un côté anxiogène qui va le faire. Comment ça se passe concrètement sur le terrain aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a certaines structures qui le font. Ça fait partie de leurs obligations et telles qu'ils l'ont décrit dans leur service. Ça, c'est
c'est existant. Mais si on regarde peut-être, si on fait un focus par exemple sur les collectivités territoriales, par exemple un CCAS, je ne suis pas sûr qu'eux l'aient prévu en tant que tel. Donc c'est là où, quand on va avoir des structures qui aujourd'hui sont des services de soins infirmiers rattachés par exemple au secteur hospitalier, qui vont se rapprocher d'un CCAS qui a une activité aide à domicile, je pense qu'on va avoir quelques vrais sujets. Et c'est là les sujets RH ou sociaux qu'aborde du coup Anne-Laure. Ouais, parce qu'évidemment, qu'on comprenne bien aussi, c'est qu'il y a la partie privée puis la partie publique. Il y a deux mondes qui vont se télescoper, ou c'est deux mondes totalement différents, là. Oui, tout à fait. Alors là, il y a un changement de statut qui peut avoir lieu, donc on va en parler. Avant, juste, je voulais préciser un point aussi, c'est qu'on a une question sur la zone d'intervention qui préoccupe bien sûr tous les acteurs, que ce soit l'aide à domicile ou que ce soit les SIAD. Donc de la zone d'intervention qui est supposée être identique, qu'est-ce qui se passe justement pour les personnels qui sont habitués à avoir une zone d'intervention? Est-ce qu'on va considérer qu'on modifie ou pas leur contrat de travail? Est-ce qu'il y a des clauses de mobilité dans les contrats? C'est des choses qu'il va falloir anticiper par rapport à des rapprochements. Ah oui, ça veut dire que même, géographiquement, ils vont pas forcément travailler au même endroit. En tout cas, ils pourront peut-être travailler au même endroit, mais ils pourront être amenés à travailler plus loin que sur le territoire d'aujourd'hui, surtout pour les SIAD qui ont des périmètres d'intervention qui sont assez restreints géographiquement. D'accord. Et ça se discute au niveau départemental, régional, Oui, puisqu'il les deux y aura les deux, en sachant qu'avec les salariés, ça se discute autour de la négociation du contrat de travail, notamment qui peut préciser une clause de mobilité, par exemple, ou le lieu de travail, qui n'est qu'une mention d'information, mais qui, là, si elle amène le salarié à se déplacer sur des distances beaucoup plus importantes, va pouvoir engendrer une discussion autour de ce contrat de travail et de la clause actuelle ou du périmètre actuel pour vérifier si c'est modifié ou pas dans le cadre du rapprochement envisagé pour répondre à la réforme. Ouais, ça, c'est des vrais changements en profondeur. Très souvent, pour changer un contrat de travail, c'est très long. Il y a des accords, j'imagine qu'il y a aussi des conventions collectives. Enfin, ça se fait pas en 3 minutes, quoi. Voilà, alors sur le plan du contrat de travail, c'est pas très long puisqu'il suffit d'avoir une négociation individuelle entre l'employeur et le salarié. Donc, c'est individuel, c'est pas collectif. Voilà. Il n'y a pas d'accord collectif, d'accord. Mais il peut y avoir des accords collectifs, mais en principe, sur la clause de mobilité, on sera toujours au niveau d'un contrat de travail, non pas d'une convention collective ou d'un accord collectif. Mais si vous permettez, peut-être revenir sur le fait que si on rapproche donc des entités qui jusque-là exploitaient des services d'aide à domicile et des SIAD, pour avoir une entité juridique unique, comme le demande le décret, pour porter l'autorisation SAD, service autonomie à domicile, et bien donc on a vu qu'il y avait un impact à la fois sur les contrats de travail, comme je vous l'ai dit, et sur le statut de façon large. Donc les contrats de travail, si je peux me permettre, c'est important de le savoir, c'est que on a dans le Code du travail un dispositif qui garantit aux salariés de maintenir son contrat de travail lorsqu'il y a un changement d'employeur. Et c'est l'article L224-1 du Code du travail qui précise que lorsqu'il y a un transfert d'identité économique autonome, ce qui serait a priori le cas lorsqu'on transfère l'autorisation, que ce soit de SIAD ou de service d'aide à domicile, pour devenir en tout cas un service d'autonomie à domicile, on va bien avoir un transfert d'autorisation. La jurisprudence est assez constante pour considérer que cela vaut comme une entité économique autonome qui poursuit son activité et qui entraîne les transferts des contrats de travail. Donc aussi bien les salariés, quelle que soit donc leur entité d'origine, si il y a un rapprochement vers une entité qui va reprendre les autorisations, leur contrat va être transféré vers cette entité qui reprend donc l'autorisation et qui va désormais porter l'autorisation de service autonomie à domicile. Donc ça, c'est sur le plan individuel, les contrats de travail sont transférés, ce qui garantit un maintien de la rémunération brute et des clauses essentielles contenues dans le contrat de travail. Mais vous m'aviez posé la question du statut public-privé, puisqu'on a aussi, comme vous l'avez souligné, Johan, des CCAS qui exploitent par exemple des services de soins infirmiers à domicile et qui donc sont en principe composés d'agents de droit public. Donc là, on va avoir des questions de savoir s'il y a des rapprochements qui peuvent s'opérer à l'intérieur d'ailleurs de services publics, donc ça c'est aussi possible, ou des rapprochements qui vont forcément entraîner une mixité entre services publics et entités privées. Et donc là, on a des dispositions qui sont prévues par notamment le Code du travail. Alors pour le secteur public qui n'est pas dans le Code du travail, si des agents sont transférés d'un établissement public à un autre, sur la demande d'ailleurs d'une des entités, avec une délibération sur l'activité transférée, là on n'a pas de difficulté particulière, on reprend les agents, il y a un simple changement d'employeur public, mais on reste au secteur public, il y a conservation des contrats, que ce soit des agents contractuels ou des agents titulaires.
sauf éventuellement une migration vers une administration dans une autre fonction publique hospitalière ou fonction publique territoriale. Voilà. Mais ça, c'est dans le secteur public si les refontes se faisaient à l'intérieur du secteur public. Plus globalement, on constate en pratique que ce qui va se passer sur le terrain, et en tout cas ce qui est présent dans les territoires, c'est des mixités entre des activités de soins à domicile ou d'aide à domicile exploitées par des entités publiques et d'autres par des entités privées, qui donc vont être amenées à se rapprocher. Et là, selon le cas, on a des règles qui sont prévues par le Code du travail, soit qu'on transfère des salariés du secteur privé vers le secteur public. Et dans ce cas, on va leur proposer, l'établissement public qui reprendrait l'activité va leur proposer un contrat de droit public et ils sont obligés de reprendre les clauses substantielles du contrat de droit privé. Mais les salariés pourront refuser et dans ce cas, c'est l'employeur public qui va devoir opérer leur licenciement selon les règles de droit privé. Si on a des agents du secteur public qui, au contraire, se voient proposer un contrat de droit privé parce que l'autorisation est reprise, en tout cas l'activité est reprise au sein d'une entité privée, à ce moment-là, les agents contractuels du secteur public vont se voir proposer un contrat de droit privé qu'ils pourront refuser et être licenciés à ce moment-là, selon les règles de droit public, et c'est l'employeur privé qui paiera les indemnités. Par contre, les agents titulaires, qui ne sont donc pas contractuels de la fonction publique, pourront rester fonctionnaires. Il n'y aura pas de changement sur leur statut de fonctionnaire, mais ils auront droit à une mobilité, ils pourront être mis à disposition ou détachés auprès de l'employeur privé, sinon ils sont reclassés par leur employeur public. Ce qui peut être le cas des SEM, par exemple, dans les collectivités aujourd'hui. Tout à fait. D'accord. Justement, il y a déjà des exemples de ce type de projet qui ont fonctionné, on sait. C'était des cas isolés, on va dire. Ouais. Alors, on l'a vu côté HMC2. Je vais faire vieux, mais en 20 ans, on en a vu des contextes forcément de rapprochement qui sont soit dans une logique aussi économique, puisque jusqu'alors, c'était beaucoup de raisons plutôt économiques, de productivité, et tout ça avec l'usager bien entendu au centre, mais beaucoup de fusion, de rapprochement, de rachat, si je puis me permettre. Et c'était des démarches assez isolées. Donc ça s'est vu. Là, la vraie évolution, là, ou en tout cas ce qui se passe, c'est qu'on a 2100 SIAD aujourd'hui sur le territoire, 12 000 SAD. Donc on va dire 300, 400 structures qui sont en forme SPACAD, donc qui ont déjà cette organisation. Ça va être juste une nouvelle entité juridique, un transfert d'autorisation, etc. Ça va être simple. Mais pour tous les autres, oui, il va falloir trouver des solutions. Et c'est là, dans les quelques mois qui viennent, qu'il va falloir rapidement et structurer du coup une approche juridique soit, mais aussi sociale. Et c'est là le vrai enjeu, je trouve, aujourd'hui, c'est d'arriver à avoir une approche plutôt globale et rapide, quelque part. Bien sûr. Et Anne-Laure, je suppose que c'est du cas par cas. On peut pas, il n'y a pas un contrat type et hop, tout le monde va suivre derrière. C'est chaque personne égale une problématique spécifique. En tout cas, peut-être pas chaque personne, mais en tout cas, chaque statut va se poser effectivement d'avoir une réflexion, selon qu'il soit déjà dans un statut de droit privé ou de droit public, et à l'intérieur de voir aussi les clauses qui sont substantielles dans leur contrat de travail. Donc, effectivement, ce sont des clauses qui peuvent être communes à un ensemble de salariés, mais il va falloir examiner dans un audit les contrats qui sont actuellement en vigueur et qui feraient l'objet d'un transfert vers une entité qui sera amenée à porter l'autorisation de service d'autonomie à domicile. J'espère que vous n'avez pas prévu de prendre des vacances dans les mois qui viennent, parce qu'il va y avoir du boulot. Qui est-ce qui coordonne justement pour chaque structure? Il faut un coordinateur, je suppose, il faut un référent. Comment ça se passe? Aujourd'hui, on aura demain une seule entité juridique, donc du coup, il n'y aura bien qu'une seule entité, une seule direction. Ouais, mais comment ça se passe aujourd'hui quand il y en a deux? Entre guillemets, qui va l'emporter, on sait. C'est ça aussi. Pour moi, la démarche, elle sera surtout territoriale. Il faut aussi prendre les contextes locaux, les dimensions de taille, d'organisation, puisque on voit dans le cahier des charges aussi qu'il y a une certaine organisation à mettre en place. Donc c'est sûr que si une organisation est déjà en place, déjà pérenne, déjà orientée autour de l'usager avec des postes de coordination, donc il y a des sujets qui seront plus évidents que d'autres. Mais on va le redire, c'est du cas par cas. Et ça dépend de beaucoup d'éléments. Je pense que le premier, c'est les territoires, quoi. C'est vraiment un autre vaste sujet, mais c'est du cas par cas. Donc, du cas par cas, et on va se dire, ce SIAD-là, il a une meilleure organisation, il a peut-être un territoire intéressant, et à côté, on va peut-être avoir un CCAS qui
depuis quelques années, se pose la question du devenir de son service de maintien à domicile. Et là, du coup, ça va être l'entité qui va porter. Ce sera peut-être le SIAD qui va avoir une autorisation aide en complément. Et dans d'autres cas, ça va être l'inverse. Anne-Laure, je suppose qu'il va y avoir, où vous avez déjà des cas de doublement de postes et que certains Oui, bien vont entendu, devoir comme passer, dans tout, donc comme dans tout rapprochement, donc c'est des choses qu'il faut étudier. On n'en est pas forcément encore aussi avancé. On est, pour ma part, en tout cas, saisi plutôt d'abord des modalités de rapprochement, des analyses d'avantages et inconvénients des différentes formules, mais en parallèle, effectivement, de la gouvernance au sein de ces entités uniques qui vont porter l'autorisation, va se poser la question de l'encadrement et notamment des fonctions transverses qui peuvent s'avérer être en doublon puisqu'elles ont déjà existé dans les différentes entités. Donc ça, c'est un travail d'anticipation pour voir, au vu donc de la mise en œuvre de ce projet, qui serait amené à pouvoir partager ou pas, donc avoir des compétences spécifiques pour ne pas effectivement avoir à prononcer des licenciements parce qu'il y aurait des doublons de postes. Ça, je ne pense pas que ce soit l'optique de la réforme et je crois qu'il appartient aux acteurs justement de réfléchir pour arriver à envisager des compétences complémentaires et non pas avoir à faire face à des licenciements dans ce cadre de cette mise en place. Évidemment, c'est pour ça que je parlais au début de formation. Je suppose qu'il y a aussi des plans de formation qui vont être prévus. Oui, eh bien c'est d'ailleurs, là ça par contre c'est prévu même dans le décret, le cahier des charges, d'envisager des formations, mais il faut vraiment un accompagnement que d'ailleurs financent les ARS en partie, pour certains en tout cas régions, pour que les structures se mettent en position d'avoir un comité de pilotage et de réfléchir à tous les aspects que suppose donc, rien que sur les impacts sociaux, la réforme de mise en place. Donc on a effectivement de la part des autorités un soutien à la fois, je pense, logistique sur les territoires et dans la réflexion, mais aussi sur le plan financier auprès des structures qui le réclament pour avoir un conseil de nos cabinets pour pouvoir les accompagner dans cette réflexion notamment. Même au niveau de l'encadrement, il faut être formé aussi parce que c'est pas forcément les mêmes personnels. Enfin voilà, il va y avoir un vrai chamboulement. J'ai envie de mettre les pieds dans le plat. Il y a souvent dans ces cas-là des zones d'ombre. Est-ce que là, dans le cas présent, est-ce qu'il y a des zones où on comprend pas trop, on sait pas trop et on verra bien au cas par cas aussi? La zone d'ombre, pour moi, elle reste sur la notion de territoire. Pour la vraie zone d'ombre, sauf si Anne-Laure non, je suis complètement d'accord avec vous. Ouais. C'est-à-dire très compliqué. Ouais, si vous prenez des territoires, comme l'a dit Anne-Laure tout à l'heure, un SIAD, le territoire, c'est quoi? C'est la commune ou l'intercommunalité, alors qu'on a des structures de services d'aide à domicile qui portent une dimension territoriale qui est, j'allais pas dire le département, mais parfois on n'en est vraiment pas loin, puisque du coup les SAD ont aussi travaillé sur des rapprochements depuis quelques années. Et on a vu effectivement des structures croître du fait de rapprochements territoriaux pour avoir vraiment une posture de plus en plus large au niveau du territoire, quoi. D'accord, effectivement. Tout ça, ça bouge. Alors je rappelle, c'est juillet 2023, donc c'est très récent. Donc ça démarre vraiment maintenant depuis le cahier des charges, en fait, on peut dire ça. Pour moi, ça a commencé, certaines structures, elles avaient commencé leur réflexion bien avant. Oui, j'espère. Oui. Mais on le sait, on en avait déjà parlé, mais enfin le gros du travail, là, ça y est, c'est parti, en fait. Voilà. L'un et l'autre, vous êtes confiants? On va tenir les délais? Pour ma part, oui, mais à condition de se préparer et d'accompagner. Là, on n'a pas abordé encore un sujet qui est important, notamment c'est les conventions collectives, puisque vous avez dans ce secteur évidemment des conventions collectives qui ne sont pas toujours les mêmes. Vous pouvez avoir des conventions collectives d'aide à domicile, notamment l'hospitalisation privée à but non lucratif qui est assez majoritaire dans les SIAD. Donc ça va supposer aussi des harmonisations au niveau des conventions collectives selon la forme que prendra le rapprochement pour arriver à cette entité juridique unique. Donc il y a du pain sur la planche avec des audits, notamment d'examen des situations, à la fois sur le plan individuel, on a parlé des contrats de travail tout à l'heure, mais aussi du statut collectif au sens large, pas seulement d'ailleurs des conventions collectives, mais de tous les avantages, de tous les aspects du côté de contrat de travail, on l'a vu, mais aussi les avantages, y compris ceux qui sont donnés par les CSE, les usages, pas seulement les accords d'entreprise, mais l'ensemble finalement du statut collectif. Voilà. Ainsi que la question de savoir si on conserve ou pas les représentants du personnel dans l'entité nouvelle qui viendrait apporter l'autorisation de service autonomie à domicile. Ça en fait des questions. Johan, confiant? Alors confiant, oui, pour être déjà positif, c'est que le décret et son cahier des charges apportent vraiment une
une réelle stratégie autour de la coordination, c'est-à-dire se dire qu'une personne qui est aujourd'hui au domicile, elle va pas avoir qu'une aide au domicile ou qu'une aide-soignante, elle va peut-être avoir les deux, et là on a une vraie opportunité d'apporter une coordination forte autour de la personne âgée, et comme on le sait que le domicile est vraiment partie prenante et importante en tout cas pour les personnes qui souhaitent dire le plus longtemps possible, on va dire. C'est super important. Donc ça, c'est le premier sujet pour moi, c'est une opportunité de mettre en avant la coordination. Le second, c'est oui, une logique aussi peut-être économique. On va peut-être aussi poser les choses et se le dire. C'est à travers ça, c'est une seule personne pour faire l'évaluation, une seule personne pour coordonner les interventions. Voilà, avant, on avait une responsable de secteur et on avait une IDEC. Voilà, il faut aussi dire les choses. Ce serait peut-être, on a de la cohérence dans l'approche autour de la personne accompagnée, et aussi on a une cohérence peut-être économique derrière ça. Donc oui, confiant, puisque ça a un vrai sens. Question bête pour terminer, à l'un et à l'autre. La partie, on va dire, grand public, est-ce que nous, on va comprendre tout ça ? Est-ce qu'il y aura une belle communication intelligente ? Ou est-ce que ça va être aussi compliqué ? Pour moi, pour le grand public, ce qui est important, c'est que dans le cahier des charges, du coup, on prévoit un interlocuteur. Donc déjà, la personne... Allez, on peut parler presque de guichet unique. Voilà, un guichet unique, tout à fait, c'est ça, c'est bien. Et dans le cahier des charges, il y a un point aussi il ne faut pas me lancer sur le sujet, mais c'est les aidants. Donc on dit, voilà, les aidants doivent avoir la place aussi dans la coordination, quoi. Et même s'il n'y a pas de communication, indirectement, du coup, on va embarquer aussi la personne aidée, pour lui simplifier son approche avec ce fameux guichet unique, et à côté les aidants pour qu'ils soient aussi acteurs et qu'ils ne soient pas mis de côté, ou en tout cas qui doivent courir après l'information. Ça promet quand même. Il y a quand même beaucoup de choses en suspens, l'un comme l'autre. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais vu de l'extérieur, ça pose quand même pas mal de questions en tout cas. Je pense qu'on a réussi à balayer pas mal de choses là. Est-ce que, Anne-Laure, vous voulez rajouter quelque chose ? Un point ? Non, je pense que si on se pose les bonnes questions suffisamment en amont, on peut être prêt pour tenir les délais. Eh bien, écoutez, il faut être confiant, donc vous l'êtes et c'est très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Anne-Laure, par téléphone. Anne-Laure Perriès, je rappelle, vous êtes avocate, et Johan Le Thiec, bien sûr, mais ça, on vous connaît, Arch MC2. Merci à tous les deux, et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro avec un autre sujet toujours aussi important.